terminé, ou presque, le deuxième tour de l'élection présidentielle. Macron-Le Pen, c'est dans quelques jours. Voter Macron pour faire barrage à l'extrême droite, s'abstenir, voter blanc pour protester d'avoir ce choix. Les débats sont intenses en ce moment. On le voit tous dans nos familles, dans nos groupes WhatsApp, dans les cercles d'amis. Certains disent même que par colère ou bien par calcul, ils voteront Marine Le Pen. On a déjà débattu de ce sujet la semaine dernière avec Priscilla Ludowski, Sandra Laugier, Marwan Mohamed et Hugo Pallietta. On remet ça aujourd'hui parce que c'est une discussion importante, une discussion intime aussi qui agite tout le monde, particulièrement évidemment les citoyens de gauche, alors que la gauche n'est pas représentée au deuxième tour de la présidentielle pour la troisième fois quand même en 20 ans. Avec 4 nouveaux invités. Catherine Corsini, bonjour. Vous êtes cinéaste, on se rappelle de votre film La Fracture qui nous a tous touchés et bouleversés, un film qui s'ancre dans la réalité de la société où il est question notamment de la crise de l'hôpital public et des gilets jaunes. Gilets jaunes comme vous, Antoine Boudinet, vous vivez à Bordeaux, donc vous avez été conseiller municipal aux côtés de Philippe Poutou. Vous avez perdu votre main lors d'une manifestation de Gilets jaunes. C'était le 8 décembre 2018, l'acte 4 des Gilets jaunes. Vous êtes membre du collectif Les Mutilés pour l'exemple, ils sont sur votre t-shirt, et le réseau Vérité et Justice. Julien, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'anglais en collège dans un établissement de Seine-Saint-Denis et nous vous avions rencontré à l'air libre il y a quelques semaines au cours d'un reportage au moment de la mise en place un peu chaotique du protocole sanitaire. Geoffrey Rénimel, bonjour. Vous êtes responsable de la mobilisation et de la communication à ATD Quart Monde et votre organisation, évidemment, on la connaît, elle lutte contre la pauvreté. Elle a appelé à voter Emmanuel Macron, comme en 2017, pour ce second tour. Question à tous les 4, qu'est-ce qui passe par votre tête depuis cette dizaine de jours, depuis les résultats du premier tour, Catherine Corsini? Le soir des résultats... C'est bizarre parce que j'avais en même temps une immense fierté de me dire qu'on avait réussi à faire 22%. J'ai cru pendant toute la nuit qu'il allait y avoir un retournement de situation parce que quelque part j'aime croire, voilà, j'y ai cru. Vous avez fait partie des gens qui avaient regardé jusqu'au bout. Ouais. Et donc j'étais vraiment, voilà, j'étais en même temps, je me suis dit, c'est incroyable. Il y a une semaine avant, les sondages n'étaient pas aussi, importants. Donc voilà, je me suis dit, la mobilisation, elle est exemplaire, elle est extraordinaire, elle est formidable. Il y a eu vraiment. Après, il y a eu la colère de me dire, mais vraiment les crétins, les abrutis, qui n'ont pas voté. Parce qu'on a bien vu qu'à un moment, ça allait être un vote utile, que c'était les sondages qui allaient déterminer le vote. Donc, ça restait sur des candidats qui étaient malheureusement, j'en sais rien, mais dans tous les cas, tellement hors jeu, ça servait à rien que d'un truc d'égoïsme et ça m'a vraiment, j'avais envie vraiment d'aller, enfin voilà, je m'en suis pris à certains, mes amis, j'étais assez furieuse. Et après, je me suis dit, jamais je vais voter. Je vais voter pour la première fois de ma vie, je vais m'abstenir, je vais voter blanc. C'est impossible, je peux pas voter, contre Emmanuel Macron, qui a amené le Front National à ce niveau-là, qui a détruit tellement de choses, notamment aussi dans le domaine de la culture, même si, évidemment, il a fait des choses, mais c'est toujours dans le même sens. C'est souvent, justement, pour les groupes, pour les plateformes, pour les plus nantis, pour les choses, Donc j'étais quand même dans un sentiment de colère, et puis de me dire qu'on allait entendre la voix de Marine Le Pen, ses discours, pendant 15 jours qu'on aurait pu avoir un vrai débat, on aurait pu avoir vraiment quelque chose de qualité, une opposition avec d'un côté vraiment de la solidarité, de l'humanité, c'est vrai que j'étais vraiment très en colère en me disant il faut se battre pour les législatives, il faut pas qu'on fasse comme la dernière fois, il faut que ces législatives elles aient vraiment du sens, il faut peut-être croire encore une fois à ce qui est un retournement de situation pour les législatives. Et donc j'étais dans ce truc de vote blanc parce que j'étais trop en colère, etc. Et puis j'ai pas pu m'empêcher d'écouter la radio, d'entendre les discours de Marine Le Pen. Et là, c'est vrai que je me suis dit c'est pas possible, quoi. Je reconnais que je vais aller voter Emmanuel Macron parce que je pense d'abord à plein de copains. Plein de copains homosexuels, plein de copains qui sont fils d'immigrés qui vont s'en prendre plein la gueule. Je pense à toutes ces milices qui vont sortir dans la rue et qui vont se sentir des droits pas possibles. Je pense à tous les gens qui entourent Marine Le Pen qui sont des anciens du GUD et tout ça me fait horriblement peur. Enfin, pas peur que pour moi, mais peur pour une société qui va. Je sens que toute cette colère qu'ils ont aussi, et sur lequel ils veulent en découdre par rapport à je veux dire, aussi à Macron et à ce qu'il représente. Alors, c'est évidemment que je ne me mettrai pas en colère sur les gens qui s'abstiennent parce que je peux comprendre pour la jeunesse que le choix qu'on leur offre, il est vraiment dégueulasse. Mais je peux comprendre qu'ils sont dans un
Voilà, on ils viennent de vivre déjà une période extrêmement dure de le Covid, les universités, il faut voir ce que ça devient. Ils ont été vraiment, pour certains, ça a été vraiment des situations, j'allais dire même psychologiques, psychiatriques compliquées, etc. Là, ce qu'on leur offre, il n'y a pas de perspective. Donc je peux comprendre, mais je pense que si on est suffisamment pour des gens qui ont plus vécu comme moi et qui se disent que c'est pas la peste et le choléra, c'est pas la même chose du tout, et que maintenant je me suis rallié au fait que je préfère me battre contre Macron, parce que le Front National, ses amitiés avec tous les dictateurs du monde, etc. Elle a beau avoir une espèce de faux discours social et maintenant écologique. Alors là, on croit rêver. En plus, par rapport aux droits des femmes. Donc voilà. On va y revenir justement. J'ai pris mon parti. Vous avez pris votre parti, qui ouvre la discussion. Julien, vous êtes enseignant en Seine-Saint-Denis. Je l'ai dit, on vous avait rencontré au moment du protocole sanitaire dans les écoles, quand vraiment c'était extrêmement chaotique et qui s'accompagnait aussi dans ce que vous décriviez à l'époque aussi, manque de moyens, évidemment. Quand vous entendez Catherine Corsini, d'abord, les deux choses, qu'est-ce qui vous est passé par la tête et vous en êtes où, vous, aujourd'hui ? Je suis plutôt d'accord avec vous, j'ai pas grand-chose à ajouter. On a fait une petite soirée électorale les soirs des résultats du premier tour. On s'attendait un petit peu aux résultats, mais c'est vrai qu'on est un peu passé par ces mêmes phases. D'abord de la déception, et puis après de la colère. Je crois qu'elle est montée un petit peu rapidement, et on s'est tous retrouvés à se faire les mêmes réflexions. Pourquoi on est passé à un cheveu ? Pourquoi on n'a pas réussi à passer au second tour? Puis le lendemain, en salle des professeurs, on a eu ces discussions aussi, en se disant écoute, ça s'est joué à si peu, c'était faisable, et on n'a pas réussi à le faire parce qu'il y a eu, je sais pas, des petits candidats qui sont maintenus. Mais je pense quand même que effectivement, ça nous envoie un message, nous professeurs, en tout cas si je pense vraiment aux professeurs, de continuer la lutte, parce que pour le coup, dans les deux cas, que ce soit Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, on va devoir lutter de différentes manières pour d'autres choses, mais on devra lutter. Donc moi, je garde quand même pas mal d'espoir, parce que même si la gauche a perdu, on va se concentrer sur les législatives, et puis surtout, on va continuer de lutter. Vous en êtes tout du vote, là, aujourd'hui, de ce que vous pourriez faire Alors, vous hésitez toujours Ouais, alors déjà, je crois au vote secret, donc de toute manière, je pense que je ne peux pas dire pour qui je vote, parce que ça me permet d'être plus libre pour en parler. Mais c'est vrai que, pareil, en salle des professeurs, il y a beaucoup de collègues, que ce soit dans le premier degré, que ce soit dans le secondaire ou dans le supérieur, qui ne savent pas, qui pensent à l'abstention, qui pensent au vote blanc. Et même si on passe, par exemple, les collègues d'histoire géo passent leur journée à expliquer les dangers du fascisme aux élèves, que ce soit au collège, au lycée ou même dans le supérieur. Mais il y a vraiment une question qui se pose, parce que comparativement, si on prend un point de vue purement éducatif, c'est-à-dire les programmes pour l'éducation nationale, il y a beaucoup de similitudes dans les deux programmes. Et on sait évidemment que Marine Le Pen est bien plus dangereuse. Mais la question est toujours là, quoi. Moi, je ne sais pas pour l'instant. Antoine Boudinet. Comme pour vous, de toute façon, je pense que l'annonce des résultats, je ne voyais pas Mélenchon comme l'homme providentiel, effectivement. Je savais que derrière, il allait falloir quand même malgré tout continuer à se mobiliser, parce que de façon générale, surtout que pour avoir fait partie d'un conseil municipal et compagnie, et d'avoir vu comment ça se passait à l'intérieur, j'ai un peu plus de mal à croire effectivement la providence des politiciens. Mais effectivement, j'étais dégoûté, surtout de voir que c'était le match retour, que c'était encore la même chose, quoi. Donc ça là-dessus. Et puis là, je suis encore plus en colère, parce que effectivement maintenant, Marine Le Pen a beaucoup plus de chances aujourd'hui d'être élue qu'elle l'était en 2017, et ça, c'est une réalité. Parce qu'effectivement, il y a une telle détestation de Macron, qui ne vient pas de nulle part, qui fait que les gens peuvent envisager, en viennent à se dire que Marine Le Pen est effectivement quelque chose d'envisageable comme alternative. Ce qui paraissait aberrant en 2017, ce qui aujourd'hui paraît toujours aberrant, mais faut quand même se rendre compte que dans le milieu gilet jaune, effectivement, qui n'est pas le seul à avoir subi beaucoup de répression, mais la répression, effectivement, a été très sanglante, comme ça a été le cas pour un peu partout. Dans beaucoup de mobilisations. Mais effectivement, il y a un tel traumatisme, en fait, de la répression qui a été... Et je le sais, puisque, effectivement, moi, j'ai eu ma main arrachée le 8 décembre 2018, donc à Acte 4. Et il y a une telle détestation d'abord des policiers, mais surtout, de Macron, en fait, qui
qui englobe et qui symbolise tout ça. Parce qu'en fait, faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que dans les mutilations qui ont eu lieu, dans les tabassages et tout ça qui ont eu lieu, oui, effectivement, il y avait un préfet. Au-dessus, il y avait un ministre, et au-dessus, il y avait le président. Donc, effectivement, tous sont responsables dans la chaîne de commandement qui a été faite. Donc, c'est pour ça que moi, dans ma chair, la colère, elle est tellement présente que oui, non, je n'arriverai pas à appeler à voter Emmanuel Macron. Par contre, j'appelle pas forcément ni à l'abstention, et surtout pas à Marine Le Pen, parce que ces mêmes policiers qui nous ont tiré dessus, ce sont des policiers qui votent majoritairement Front National. Des policiers qui se rendent, qui se rendent coupables d'exactions particulièrement racistes, particulièrement violentes, qui affichent des drapeaux confédérés aux fenêtres de leur commissariat, qui portent des écussons avec des références au Troisième Reich, des policiers qui n'hésitent pas à se moquer de quelqu'un qui est en train de se noyer en disant « un bico, ça nage pas, ça coule ». On a eu plusieurs exemples fait comme ça. Les exemples sont tellement nombreux que je pourrais passer toute l'émission à le faire, mais bon. Mais du coup, oui, il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que là, la police, pour le moment, étonnamment, et malgré toutes les blessures qu'il y a eu, elle n'a pas encore complète liberté. Là où effectivement, sous Marine Le Pen, ce sera un festival. Ce sera un festival, et les rares personnes qui oseront dire quelque chose, même à l'intérieur même de la police, déjà aujourd'hui, c'est pas évident de dénoncer. On a bien vu ce qui s'est passé avec le syndicat de gauche là. Les lanceurs d'alerte, en tout cas au sein de la police. Oui, c'est ça. Enfin, bon, voilà. On a bien vu comment ils sont traités. Donc. Une fois que ce sera une fasciste au pouvoir, mais évidemment que ça va être un festival de violence policière, ça va être un festival de meurtre. Enfin, vraiment, il va y avoir un carnage, quoi. Enfin, là-dessus, c'est évident. Donc c'est-à-dire avec cet outil sécuritaire qu'on a aujourd'hui tel qu'il est en place, avec Marine Le Pen, ce sera forcément pire pour vous. L'outil sécuritaire, l'outil juridique aussi. Le nombre de possibilités qu'aujourd'hui les gens se fassent enfermer sans raison. On a l'exemple avec les Gilets jaunes. Effectivement, aujourd'hui, il y a des Gilets jaunes qui ont été, dont leur procès a été bradé, qui sont enfermés alors que, il y avait effectivement Jean-Luc Mélenchon qui proposait son amnistie que Marine Le Pen a refusé. Je tiens à le rappeler quand même, parce que là, on essaye de me faire croire que elle va amnistier les Gilets jaunes. Non, elle a refusé en 2019, mars 2019, elle s'est prononcée là-dessus. Donc, que ce soit clair. Par contre, et en plus de ça, il y a absolument tout ce qu'il faut dans le panel juridique et physique, répressif, pour taire toute contestation. Et croyez-moi, la répression, ça marche. La répression, ça fait peur. Une fois que les gens se sont fait arracher les mains, se sont fait crever des yeux, c'est beaucoup plus compliqué d'aller en manifestation en sachant qu'on risque sa vie, quoi, ni plus ni moins. Donc oui, là-dessus, moi, j'ai beaucoup plus peur de Marine Le Pen que de Macron. Donc moi, si quelqu'un veut vote abstention, fait l'abstention, moi, ce sera mon cas, pour le coup, je pense. Et encore, je suis même pas sûr de pas me dégonfler au dernier moment et d'aller voter Macron, j'en sais rien. Mais pour le moment, je suis pas là-dessus. Mais si quelqu'un vote Marine Le Pen, pour moi, il n'a plus le droit de m'appeler camarade, il n'a plus le droit de me considérer comme étant un camarade gilet jaune, parce que on est complètement à l'opposé. Je vais terminer le tour de table, et on poursuivra l'échange. Avec vous, Geoffrey Rénimel, donc à ATD Quart Monde, votre organisation, elle a appelé à lutter contre... Elle lutte contre la pauvreté, elle a appelé à voter Emmanuel Macron cette fois-ci, avec un texte qui dit aussi pourquoi ce n'est pas... pourquoi c'est naturel, mais pourquoi c'est pas non plus évident. C'est ça que vous dites dans le texte. Oui, en fait, nous, on appelle un vote de refus de l'extrême droite. Donc pour rappel, nous, on est un mouvement apartisan, c'est-à-dire que, sur le terrain, on travaille avec plein de collectivités, d'élus de différentes sensibilités. Mais on sent que, le mouvement, il est important. On a pris du coup cette position de refus de l'extrême droite et d'appeler à un refus de l'extrême droite. C'est pas nouveau, c'est une prise de position qui est très ancienne. Nous, on travaille vraiment sur du temps long.
En 2002, on avait déjà ce discours-là, en 2017 aussi. Mais qu'est-ce qui est différent cette fois-ci, peut-être, mais y compris dans la façon dont vous l'exprimez, c'est pas le même communiqué qu'il y a 5 ans. Tout à fait. Et donc en fait, ce qui est différent, c'est que il y a eu 5 ans de quinquennat Macron, et effectivement, il y a eu des choses. Enfin, on peut pas dire qu'il a un bilan quand même qui est assez décevant du point de vue de la lutte contre la pauvreté. Enfin, il y a plus 300 000 personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. En fin de quinquennat, on ne peut pas se satisfaire de ça, quoi. Et les premiers euros SDF en 2017, on s'en rappelle, juste après son élection. C'est ça. En 2018, il nous annonçait l'éradication de la pauvreté à hauteur d'une génération. On en est loin, on n'en a même pas pris le virage. Donc c'est sûr que nous, on est très déçus de ce quinquennat. Pour autant, on sait très bien ce que ça veut dire aussi de sauter le pas de l'extrême droite. Et sauter le pas de l'extrême droite, c'est ouvrir la porte à de la discrimination, à un repli sur soi, à la préférence nationale, donc qui s'appelait avant priorité nationale, maintenant c'est préférence nationale, donc il y a aussi des évolutions linguistiques. Qui consiste à réserver aux Français des aides sociales, des logements. C'est ça. Donc, c'est ça, concrètement, le programme. Ouais, concrètement, en fait, Marine Le Pen, elle nous dit je vais créer de la solidarité sur de l'exclusion. Et ça, pour nous, c'est absolument pas acceptable. Donc c'est pour ça que on a écrit ce communiqué. On sent qu'il y a un changement. On est à un point de bascule qui peut être fort, et on sent que c'est les plus précaires qui vont payer si justement on passe ce point de non-retour. Même si pour vous, même si Marine Le Pen met en scène un programme plus social, on a montré déjà dans cette émission en quoi c'était largement pas le cas, mais c'est pourtant ça qu'elle met en avant. Oui, c'est un programme social. C'est une division entre les pauvres, en fait. Donc je vais soutenir. Ça va être les bons pauvres d'un côté, les mauvais pauvres de l'autre. Et donc ça va être, on va soutenir les uns en prenant aux autres. Et en fait, on peut pas créer une société positive, un projet de société en tout cas enthousiasmant, si justement on divise les catégories, les populations en catégories, et encore plus quand on crée de la division entre les plus précaires. Catherine Corsini, qu'est-ce qui vous a frappé dans ce qui a été dit là? C'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire que moi c'est presque ça me procure tellement d'émotions, je trouve ça tellement terrible, les violences qu'il y a eu, qui ont été, mais voilà, et là-dessus, je veux dire, c'est vrai que c'est compliqué de pardonner à la politique d'Emmanuel Macron, surtout quand il nous dit que la violence, il faut l'indiquer. C'est-à-dire que ce matin, il a dit sur France Culture, il était interrogé sur les violences policières, et il a dit justement il y a eu une violence qu'il qualifie par ailleurs de libérée, de désinhibée, qui a débordé dans la rue au moment des Gilets jaunes. Et il dit au présentateur, si je vous écoute, c'est comme si des cohortes de policiers avaient déboulé dans les rues avec des LBD pour tirer sur les gens. Plus ou moins. Oui. Et vous dites c'est ça qui s'est passé. Ouais. Ça, ouais. Non, mais c'est pour ça que je trouve que c'est assez pervers, quoi. Mais c'est comme toute la politique qu'il fait, c'est-à-dire que d'un côté il va aider, mais il va aider certaines personnes. D'un autre côté, il dit qu'il y a de la violence, mais c'est lui qui fait débouler les policiers. Il le sait, il sait très bien tout ce qui s'est passé. Il sait très bien. Quand on vous écoute, il connaît extrêmement bien que effectivement les policiers sont majoritairement d'extrême droite, mais il laisse faire. Donc c'est ces choses-là qui est très très pourri, qui est très dégueulasse. Et bon, alors ça va quand on a plus un peu de bouteille, on peut un peu comprendre les choses, mais j'imagine quand on a 20 ans, mais c'est tellement écœurant, quoi. C'est tellement écœurant. On a juste envie de se dire que c'est vachement dur de se dire comment on peut voter pour quelqu'un. Autant la dernière fois, j'avais quand même pareil une espèce de je me suis dit c'est quelqu'un qui sociétalement va être en avance, va faire des propositions. Donc vous êtes dit au deuxième tour dans la même configuration, c'était moins difficile, c'est ça que vous dites? Ouais, c'était moins difficile parce que je sais que ça allait être une politique libérale, mais j'avais quand même une croyance dans quelque chose dans la citoyenneté, mais ça a été tout l'inverse à tous les niveaux, quoi. C'est tellement réactionnaire, vieillot, son espèce de truc bonapartiste, son idée de la culture, ce mépris de classe, etc. C'est dégueulasse, quoi. Les APL, mais les premières réformes, mais ça a tellement été minable. Donc
c'est dur. Mais je pense que malgré tout, et malgré, j'allais dire justement, c'est vraiment l'émotion que ça peut me provoquer, etc., je reste persuadée qu'il faut faire barrage, mais d'une manière extrêmement radicale au Front National. Notre invité ce soir a passé un quinquennat à lutter contre ce que son mouvement appelle le mépris du président et de son gouvernement. J'accueille Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Bonsoir Philippe Martinez. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau d'Alerte Libre. Nous sommes à moins d'une semaine du second tour de la présidentielle où l'extrême droite est aux portes de l'Élysée. À quoi le responsable d'un syndicat de travailleurs que vous êtes occupe ses journées, voire ses nuits? Il les occupe dans ses activités quotidiennes traditionnelles, c'est-à-dire aller à la rencontre des syndiqués, des salariés, et puis évidemment dans cette période aussi à regarder ce qui s'est passé dimanche il y a 8 jours, et puis écrire, discuter, analyser la situation. Ce qui s'est passé dimanche il y a 8 jours, c'est-à-dire l'apparition des deux visages, les deux qualifiés pour le second tour, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, ces deux sortants, ces deux gagnants, ça vous a surpris? Ou comment vous avez réagi quand vous avez vu le visage à la fois d'Emmanuel Macron et celui de Marine Le Pen s'afficher? Ça ne m'a pas surpris. J'allais dire, tout le monde voyait à peu près ça, mais ça m'a pas réjoui. Parce qu'il y a 5 ans, Emmanuel Macron, d'ailleurs, nous avait dit j'éliminerai l'extrême droite, et puis on voit que 5 ans après, on a les deux mêmes en finale. Et donc, oui, ça ne m'a pas surpris, mais ça ne m'a pas réjoui du tout. Un mot pour qualifier cette campagne de second tour? Un seul mot, et vous pourrez développer après. Un seul mot? Ennuyeuse. Parce que c'est un peu la guerre des mots, des petites phrases, et je pense que les citoyens, le monde du travail, les jeunes attendent d'autres choses. Mais je crois que c'est ce qui a caractérisé aussi beaucoup la campagne du premier tour. Il y a des vraies problématiques, je pense aux questions sociales, aux questions environnementales, et en tout cas, je pense que ces questions-là n'ont pas été suffisamment traitées. Et dans ce duel du deuxième tour, on s'invective, on dit je suis meilleur que l'autre, mais sur le fond, il y a peu de propositions concrètes sur les questions importantes d'ailleurs qui émergent de nos discussions, mais qui émergent du débat public quand on est dans la rue, quand on croise des jeunes. J'étais samedi à la manifestation contre l'extrême droite. On voit que ces questions climatiques, par exemple, préoccupent beaucoup la jeunesse, et c'est pas beaucoup venu, faut le dire, durant cette campagne électorale, et encore moins entre ces deux tours. Alors, samedi, par exemple, Emmanuel Macron était à Marseille, il a parlé de planification écologique. Quand vous entendez ça, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous vous dites que c'est de la com? C'est beaucoup de com, parce que il a... Comme nous tous, il a regardé les résultats du premier tour. Et donc, c'est une expression, il faut aller chasser les électeurs des autres. Mais on se demande bien souvent pourquoi il n'y a pas pensé avant et pourquoi il n'en a pas parlé avant. Donc, je pense que c'est ça qui est globalement reproché au monde politique. C'est un peu de l'entre-soi, on se répond, mais on ne prend pas à bras-le-corps un certain nombre de problèmes qui sont dans l'actualité, qui préoccupent les gens. On essaye... Si vous voulez, on essaie d'imposer aux citoyens un autre débat que celui qu'ils attendent. Et sur les questions environnementales, je pense que c'est évident. Alors dimanche, nous avons compris en lisant le JDD que pour vous, l'heure était grave, puisque vous avez co-signé une tribune avec votre homologue de la CFDT, Laurent Berger. Pas banal. Dans le journal du dimanche, donc, tous les deux vous alertez, Marine Le Pen est un danger pour les travailleurs. Le Rassemblement national n'a pas changé, écrivez-vous, et vous rappelez son ancrage dans l'histoire de l'extrême droite française, raciste, antisémite, homophobe et sexiste, dont la ligne directrice est la préférence nationale, rebaptisée priorité nationale. Donc effectivement, vous voir prendre, non peut-être pas la plume, mais l'ordinateur pour signer une tribune avec Laurent Berger, on n'a pas l'habitude. Qu'est-ce qui vous a décidé, vous comme lui, de parler d'une seule et même voix? Alors d'abord, vous avez noté que la CGT s'est exprimée bien avant dimanche dernier. On va y venir après.
Oui, mais je préférais vous le préciser. J'ai bien vu, justement. Ce qui nous a inspiré, c'est que on s'est toujours dit, mais peut-être avec d'autres, mais en tout cas, ça n'a pu se concrétiser qu'à deux, que s'il y avait une seule cause qui méritait qu'on mette de côté nos différences que tout le monde connaît, nos divergences que tout le monde connaît, c'est cette question de la lutte contre l'extrême droite. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. On ne nie pas, vous l'avez lu dans cette tribune, on ne nie pas nos différences, mais s'il y a une cause sur laquelle on est d'accord pour se battre ensemble, c'est la lutte contre l'extrême droite, la lutte contre le racisme. On a déjà d'ailleurs fait des choses ensemble sur ce sujet. Qu'est-ce que vous dites aux travailleurs et aux travailleuses qui envisagent de voter pour Marine Le Pen ? On dit deux choses, en tout cas la CGT, on dit deux choses. La première chose, c'est ce parti est raciste, xénophobe, sexiste, et ce qui caractérise ce parti qui veut exclure une partie du monde du travail, c'est-à-dire opposer le monde du travail, c'est la notion de préférence nationale. Alors, on peut changer les termes, mais l'idée est là. Et vous savez, quand on est aux côtés des grévistes travailleurs sans papier, par exemple, comme on l'a fait récemment encore, on voit ces travailleurs qui contribuent à créer de la richesse dans notre pays, qui payent leurs impôts, qui payent des cotisations sociales, eh bien on se dit, plutôt que de s'attaquer à ceux qui les exploitent, on oppose les travailleurs entre eux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un parti anti-monde du travail, anti-mouvement social. Quand il y a une grève, et on l'a vu lors des grèves de décembre, il y a 2 ans maintenant, plus de 2 ans, contre les retraites, à chaque fois qu'il y a une grève, le Rassemblement national propose d'envoyer la police pour évacuer les grévistes. Ça, c'est une réponse bizarre au mouvement social. Et puis, il y a de l'usurpation sociale. Par exemple, la candidate propose de maintenir l'âge de la retraite ou de le baisser, on ne sait plus trop, d'augmenter les salaires, mais en continuant à exonérer les cotisations sociales le patronat. Ça, c'est le programme du MEDEF. Donc, il se présente avec des slogans sociaux, mais en fait, dans le fond, si on regarde derrière la vitrine, c'est des remèdes qu'on connaît depuis la nuit des temps. Donc, sur ces deux aspects-là, et son côté raciste et son côté antisocial, eh bien, il faut discuter avec les salariés. Il ne faut pas leur dire vous êtes des imbéciles, discutons du fond et vous verrez que c'est un mauvais choix. Parce que sur le côté raciste, xénophobe, priorité nationale, effectivement, ça la différencie très nettement d'Emmanuel Macron. Sur l'aspect antisocial, les travailleurs, les travailleuses pourront vous rétorquer que Emmanuel Macron a pratiqué la casse sociale, a réprimé les mouvements sociaux dans la rue, notamment le mouvement des Gilets jaunes, mais d'autres. J'imagine que c'est des choses qu'on vous dit, ça, quand vous rencontrez les travailleurs et les travailleuses. Évidemment, donc il faut... oui, mais elle l'a... C'est-à-dire qu'on entend souvent plus de haine d'Emmanuel Macron que de Marine Le Pen. Est-ce que ça, vous pouvez... Bien sûr, on peut y venir, mais il faut détricoter ce côté... Elle reprend des slogans de la CGT, alors qu'elle nous haït. C'est quand même un comble. Et puis, pour l'instant, et je l'espère qu'elle ne les aura pas, elle n'a pas les rênes. Enfin, regardez ce qui se passe chez ses amis Bolsonaro au Brésil ou Orban en Hongrie. C'est remise en cause du droit du travail, remise en cause de liberté, casse des syndicats. C'est ça la réalité de l'extrême droite, et c'est pas nouveau, ça existe depuis que l'extrême droite existe. Alors effectivement, oui, il y a aussi Monsieur Macron a un bilan, et dans la déclaration CGT, vous l'avez noté. Alors justement, nous considérons qu'il porte une responsabilité aussi sur le fait que Marine Le Pen soit au deuxième tour. Alors venons-y, parce qu'effectivement, dans le texte co-signé avec Laurent Berger, il n'y a pas une ligne sur l'éventuelle responsabilité d'Emmanuel Macron, à la fois dans la casse sociale et surtout dans le fait que l'extrême droite se soit encore davantage banalisée pendant son quinquennat. Mais au lendemain du premier tour, la CGT a publié un texte plus tranché, plus clair. Pas une voix du monde du travail pour l'extrême droite, écrivez-vous, en rappelant l'abstention quasi record du premier tour et le péril Le Pen, avant de développer sur la lourde responsabilité sur la perte de sens du débat politique et la banalisation des idées d'extrême droite du président et de son gouvernement. La CGT pointe le mépris du président, des ministres et des élus de l'actuelle majorité pour la population de ce pays. La politique de régression sociale menée durant ce quinquennat, comme ceux qui l'ont précédé, porte en conscience la responsabilité de la montée de l'extrême droite.
Voilà, là quand on lit ça, on se dit ok, là on est bien à la CGT. Quand on lisait le JDD, on se disait tiens, il n'y a pas un mot sur Macron. C'est la base de textes qu'on peut écrire à plusieurs. C'est l'art du compromis. Non, c'est pas un compromis. C'est ce qui est écrit dans ce texte avec Laurent Berger. Nous ne nions pas nos divergences. D'ailleurs, si on disait qu'on était d'accord, personne ne nous croirait. Mais on a une idée commune, c'est cette lutte contre l'extrême droite. Alors oui, la CGT va plus loin parce que c'est la position de la CGT. Oui, nous le disons, Emmanuel Macron a une responsabilité dans le fait que certain nombre de salariés, de citoyens, et encore, enfin, il y a beaucoup dans le monde rural aussi, eh bien, sont amers et en colère vis-à-vis de la politique menée par Emmanuel Macron. Il n'a, et c'est son grand défaut, il n'a pas fait preuve d'humilité en 2017 parce que il a considéré que tous ceux qui avaient voté pour lui au deuxième tour était d'accord avec son programme. On l'a bien vu dans les mobilisations. L'humilité lui aurait fait du bien. Et donc oui, il y a tous ceux qui voient leur usine fermée, tous ceux qui se retrouvent au chômage ou les retraités qui voient qui ont vu leur pension diminuer. C'est normal qu'ils aient, et c'est juste qu'ils aient de la colère vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Et c'est ce que nous disons dans notre texte à la CGT. Et dans les urnes, à votre avis, comment cette colère se traduira dimanche ? Je ne sais pas. On entend beaucoup de choses. On regarde les sondages, on entend beaucoup de choses. Mais vous savez, ceux qui considèrent que Emmanuel Macron leur a promis de réouvrir leur usine ou de tout faire en sorte pour qu'ils retrouvent du boulot, je comprends qu'ils soient amers et en colère à l'idée de glisser un bulletin de vote Emmanuel Macron dans l'urne. Voilà, c'est le fruit de 5 ans de politique, je le comprends et on l'entend. Pour autant, vous expliquez dans ce texte, que ce soit celui dans le JDD ou de la CGT, sur le site de la CGT, que voilà, il faut faire barrage à tout prix à l'extrême droite. Et à vrai dire, c'est assez mathématique. Si on ne vote pas Macron, on fait automatiquement vous l'avez noté. Je termine simplement mon raisonnement mathématique, parce qu'attention, c'est des maths. Si on ne vote pas Macron, on fait automatiquement monter Marine Le Pen, s'abstenir ou voter blanc. Ça fait monter Marine Le Pen. C'est une équation qui est mathématiquement très simple, qui est politiquement difficile à résoudre. Comment est-ce que j'entends bien que vous n'appellerez pas à voter Macron, vous ne dites pas mettez un bulletin dans l'urne pour Emmanuel Macron. Mais comment on tient les deux bouts en disant faire barrage à Marine Le Pen, c'est pas forcément le terme que vous avez employé, mais ni dans l'un ni dans l'autre d'ailleurs. C'est-à-dire pas une voix pour l'extrême droite dans les deux textes. Mais pas une voix pour l'extrême droite. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout faire pour qu'elle n'accède pas au pouvoir ? Est-ce que ça veut dire la même chose ? Pas une voix pour l'extrême droite, et on l'explique pourquoi l'extrême droite est un danger pour les libertés, pour le monde du travail, etc., etc. Après, les citoyens sont seuls juges pour savoir ce qu'ils ont à faire. J'ai des doutes sur le fait qu'on donne des consignes de vote. On le voit, y compris pour ceux et celles qui ont concouru au premier tour. Ils peuvent toujours donner des consignes de vote. Les électeurs, ils font ce qu'ils veulent. Nous, c'est contre-productif. Je n'y crois pas. Je n'y crois plus. Sinon, ils auraient fait un meilleur score pour un certain nombre. Nous, on considère qu'on a à alerter. On a posé les clés, enfin en tout cas un certain nombre de choses sur la table. Après, les électeurs, ils feront ce qu'ils voudront. Certains n'iront pas voter. Je crois qu'un certain nombre n'iront pas voter. D'autres voteront blanc nul. Et d'autres voteront Macron, certainement. C'est ça notre responsabilité, c'est de dire attention. On ne nie pas les responsabilités de l'un, mais il y a danger pour la démocratie avec l'extrême droite. C'est-à-dire que vous expliquez bien que Macron et Le Pen, c'est différent. Oui, c'est différent. Oui, c'est différent. Est-ce que pour certains, c'est la même chose dans les discussions que vous avez ? Est-ce que comment vous essayez de démontrer ça ? Comment vous C'est évident que pour certains, parce que peut-être qu'il y a moins de repères historiques, repères internationaux, oui, il y en a qui, samedi, j'ai entendu Nini, je ne sais pas si vous étiez à la manif, mais moi, on a vu des pancartes. On a vu des pancartes, voilà,
Mais il faut juste expliquer simplement, clairement, les deux choses que je vous expliquais tout à l'heure. C'est un danger pour la démocratie, et puis c'est une usurpation sociale. C'est pas parce qu'on met des beaux slogans sur la vitrine que l'arrière-boutique, elle est clean. Bonne punchline. Hier, Emmanuel Macron a été interrogé par Quotidien à la question si Marine Le Pen est élue au soir du 24 avril, ce sera la faute de qui? Il a répondu du tac au tac, des Françaises et des Français, vous me faites rire, c'est la démocratie, c'est un choix de vous. Votre réaction? Est-ce que ça, c'est de nature à convaincre? C'est trop facile, mais c'est pas le premier qui dit ça. Vous avez un peu j'ai un peu de background, de passif. Quoi. Ouais, j'ai un peu de poil blanc sur ma moustache. Un peu de bouteille. Vous savez, d'ailleurs, beaucoup des jeunes à qui on discute nous disent, moi j'ai 25 ans ou 30 ans, depuis que je vote, j'ai eu 3 fois Le Pen au deuxième tour. Bon, donc c'est trop facile de renvoyer la responsabilité sur les Français. Mais en gros, il faudrait changer les Français seraient des imbéciles, c'est même dédaigneux. Mais c'est pas le premier qui fait ça. Enfin, d'autres ont été confrontés à une ou un Le Pen précédemment, et certains ont dit mais c'est parce que vous n'avez pas compris ma politique. Enfin, je me souviens. Mais est-ce que dans ce cadre-là de 2022 très particulier, avec une extrême droite qui n'a jamais été aussi forte, aussi puissante, dire ce genre de choses, vous le qualifiez comment? C'est irresponsable? Je pense que c'est dangereux. C'est dangereux, et c'est quelque peu méprisant vis-à-vis des citoyens de ce pays qui sont pas des imbéciles, et je pense que Emmanuel Macron, si il avait, comme il le dit, été un peu plus au contact des Français, n'aurait pas annoncé à quelques jours du premier tour qu'il voulait passer la retraite à 65 ans, parce que quand il y a eu une telle mobilisation il y a 2 ans contre sa réforme de retraite, quand il y a des sondages qui indique que seuls 17% des Français sont favorables au passage à 65 ans, et que 70% sont pour le retour à 60 ans. Alors soit on vit dans son château, soit on écoute et on dit il faut vraiment que j'écoute. C'est une faute ou du mépris selon vous? Je pense que c'est du mépris. Mais c'est ce qui caractérise beaucoup Emmanuel Macron. Je vous ai dit, d'ailleurs je lui avais dit, et je l'ai dit publiquement après 2017, que l'humilité était une grande qualité. Et l'humilité, je pense que c'est pas sa plus grande qualité, parce que il considère qu'il a raison tout seul. Et ça, je vous dis, avec tous les mouvements sociaux qu'on a connus et qu'on connaît encore, il y a encore beaucoup de grèves, par exemple sur la question des salaires. Il faut se déboucher les oreilles. C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans les années 84, on est dans les années 72, à la date de la création du Front National. Il faut bien voir que, pas les premières heures, il y a eu des statuts qui ont été créés, il y a eu des petits rendez-vous, mais dès les premières semaines, ce marqueur, ce point nodal du logiciel politique du Front National, il existe. Les premiers slogans, ces immigrés qui sont en trop, et qui justement prennent le travail aux Français, prennent les logements, prennent le système social. C'est vraiment une continuité qui, va être presque réactualisée. Il y a eu, on parle beaucoup en termes de slogan au Front National, il y a eu un slogan très fort, 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop, la France et les Français d'abord. Ça résume tout. Mais après, c'était 2 millions de chômeurs, 2 000, etc., jusqu'à 3. Vous voyez, donc on est vraiment au centre du logiciel politique. Yannick Lécuyer, la préférence nationale, il y a quoi derrière juridiquement? Alors juridiquement, c'est un outil, ça se veut un outil de lutte contre un fantasme totalement toxique qui est le grand remplacement. L'idée, d'ailleurs, grand remplacement, qui est une conception qui a été scientifiquement démentie, scientifiquement affirmée à de très nombreuses reprises, et qui va dans le sens d'une hypertrophie de la notion de nation. C'est l'idée de cette Europe
l'Europe des nations qui nous est proposée par ailleurs par Marine Le Pen. Et c'est un chemin qui est bien connu, même si certains ont tendance à dire on ne l'a jamais emprunté. Si, historiquement, ce chemin, il a été emprunté. Et l'étape suivante, c'est l'Europe des nationalismes, et l'étape suivante, historiquement, c'est l'Europe de la guerre. Et pour ceux qui n'ont pas cette mémoire de l'histoire, il y a aussi un exemple dans l'actualité qui nous le rappelle, c'est tout simplement la Russie. L'idée de Vladimir Poutine de reconstruire une nation qui fait basculer tout un peuple dans le nationalisme et qui enfin arrive au bout du bout à une guerre. Et c'est d'ailleurs pas un hasard s'il y a des accointances entre Marine Le Pen et Vladimir Poutine, entre la pensée de Marine Le Pen et la pensée de Vladimir Poutine. Alors aujourd'hui, on a beau jeu de dire qu'on pouvait être poutiniste jusqu'à début février 2022 et puis de condamner ces actes aujourd'hui. Non, c'est précisément parce que Vladimir Poutine était tout ce qu'il était avant février 2022 et qui était encensé, soutenu par Marine Le Pen, qu'on en est là aujourd'hui. Alors voilà le chemin que cette idée de priorité, préférence nationale, appelez-la comme vous voulez, eh bien le chemin sur lequel ce genre d'idée nous engage. Valérie Gounet, vous vouliez réagir? Je crois qu'il faut vraiment insister sur ce que vous dites, c'est-à-dire sur ce concept complotiste du grand remplacement. Il a été popularisé dans les années 2010 et pour la BD, je suis allée voir Jean-Marie Le Pen que j'avais interviewé justement et lui me disait tout naturellement qu'en fait, il n'avait pas conceptualisé comme Renaud Camus l'a fait dans les années 2010, mais c'est ça. C'est ça. La France allait être défigurée quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, par une population immigrée venue d'Afrique du Nord, etc. Et depuis le début, c'est vrai que le concept du grand remplacement, en le nommant ou pas, est au cœur de cette priorité nationale. Et d'ailleurs, dans le projet de Marine Le Pen pour 2022, ça donne, j'ouvre les guillemets, interdire toute forme de peuplement qui vise à altérer l'identité de la France. Donc c'est vraiment de la continuité en fait. C'est une périphrase pour dire autre chose. Ouais. On dit, elle l'avait susurré, elle l'avait dit, d'autres l'ont dit. Hein, on a évoqué Zemmour aussi, par périphrase dans le reportage qui a été, lui, l'a utilisé. Valérie Pécresse aussi, quand même, l'a utilisé. Mais c'est vrai qu'elle a bien vu que parler à voix haute en proférant des thèses complotistes ou d'autres, c'est un peu disqualifiant pour prétendre à un siège de présidente à la République ou de haute fonction, en tout cas. En même temps, la notion, elle y est quand même. Donc, comment on peut parler à la fois de dédiabolisation, en tout cas, c'est un terme qui est employé, alors qu'en fait, ça reste si constant? Oui, mais alors déjà, la notion, elle est entre les lignes, donc c'est tout le monde ne va pas lire comme vous décryptez un programme, et on parle de dédiabolisation parce qu'elle est mise en œuvre depuis les années 2000 par Marine Le Pen et d'autres au sein du Front National, mais là, on est sur une dédiabolisation, j'allais dire paternelle, et d'un parti qui a vécu dans la diabolisation, j'allais dire. Mais là, on n'en est pas à la fin de la dédiabolisation, je ne pense pas, mais on est justement sur de tels concepts qui sont inconciliables avec justement ce qu'elle prétend être. Yannick Lécuyer, je voudrais qu'on rentre un peu dans la technique, si je puis dire, de son projet de priorité nationale. D'abord, il y a la méthode. Elle propose de passer par un référendum basé sur l'article 11 de la Constitution. C'est un choix très contesté, quasiment unanimement contesté. Elle dit qu'elle peut le faire. Pourquoi c'est si contesté et qu'est-ce que ça nous dit, en fait, de son projet ? Elle ne peut pas le faire, mais elle joue sur un malentendu qui est ancien, qui date de 1962. Pour réviser la Constitution, normalement, il faut passer par l'article 89. L'article 89 de la Constitution, il y a deux verrous. Il y a un verrou politique, en quelque sorte, qui prévoit qu'il faut réunir le Congrès si on passe par la voie du Congrès et avoir 3/5 des suffrages, donc une majorité qualifiée. Et puis, bien évidemment, on peut contourner ce verrou en passant par le référendum. Mais à ce moment-là, il y a un deuxième verrou qui est beaucoup plus juridique, qui est que la proposition doit respecter la forme républicaine du gouvernement. Or, très clairement, l'égalité, elle est au cœur du contrat social républicain, elle est au cœur du pacte républicain, elle l'est depuis très longtemps. C'est l'ADN d'ailleurs de la République française dès la Première République. C'est les nombreuses occurrences dans la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789. Et même aujourd'hui, en 1958, l'article 1er de la Constitution de 1958 est dédié au principe d'égalité. Et puis l'article 2 rappelle avec force le fameux triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Mais il y a une véritable focalisation de la Constitution et donc de ce pacte républicain sur l'égalité. Le malentendu, c'est qu'en 1962, dans le cadre de l'élection du président de la République au suffrage universel, eh bien, c'est l'article 11 qui va être utilisé, notamment grâce à une notion un peu floue qui est l'organisation des pouvoirs publics. Alors, la doctrine s'est beaucoup penchée sur ce terrain. On a dit que certains pensaient que De Gaulle pouvait le faire, d'autres qu'il ne pouvait pas le faire, et le Conseil constitutionnel avait été extrêmement lâche, en considérant d'ailleurs que, c'était une décision du 6 novembre 1962, que les lois qui étaient ainsi adoptées par le peuple relevaient de l'expression de la souveraineté nationale au sens de l'article 3 de la Constitution. Voilà pour un peu décrire cette ventilation entre l'article 11 et l'article 89. Mais là, précisément, Madame Le Pen, elle est coincée. Alors, pas nécessairement à cause de la décision que tout le monde est en train de brandir et qui connaît une notoriété inattendue, la décision Hochemaille de 2000, parce que effectivement, le Conseil constitutionnel, dans cette décision Hochemaille, a accepté de contrôler, dans certains cas, les opérations préparatoires. Alors, je ne vais pas tous vous les donner, je vais vous donner juste celui qui nous intéresse, notamment lorsque, dans ce cadre-là, il y aurait un risque d'atteinte au fonctionnement normal des institutions. Et ceux qui brandissent la décision Hochemaille pour faire barrage à Marine Le Pen, eh bien, considéraient que le Conseil constitutionnel pourrait juger que la proposition, le projet présenté par Madame Le Pen, eh bien, entraînerait des risques graves d'atteinte au fonctionnement institutionnel de la République. Moi, je crois que c'est un pari qui est vraiment très risqué. Et il suffit de revenir à la ventilation que je vous ai décrite pour en fait se rendre compte, sans passer par la décision Hochemaille, que c'est tout simplement juridiquement impossible. Pourquoi ? Bien, l'article 11 n'est pas pertinent. Même si on l'utilise à la manière de 1962, on n'est pas dans l'organisation des pouvoirs publics. Là, précisément, on est dans toute autre chose. Donc, ça ne peut être que l'article 89. Et si, du coup, on regarde l'article 89, Madame Le Pen, c'est très bien qu'elle ne pourra pas avoir en cas de réunion du Congrès les 3/5 des suffrages, et elle sait très bien qu'elle va se heurter à cette fameuse forme républicaine du gouvernement. Donc ça n'est pas possible. Je voudrais qu'on vienne sur le fond du projet lui-même. Maintenant, Marine Le Pen l'a présenté à la presse le 28 septembre 2021. Voici ce qu'elle disait. Élue présidente de la République, je présenterai aux Français un référendum où la question sera simple. Approuvez-vous le projet de loi C2I, projet de loi citoyenneté, identité, immigration, qui comprendra un plan complet de maîtrise de l'immigration. Et dans le détail, le projet donne ceci. Le titre premier du projet de loi concernera la maîtrise des flux migratoires. Le projet de loi prévoira la priorité nationale, par exemple en matière de logement ou d'emploi et d'aide sociale, en débranchant ainsi les pompes aspirantes de l'immigration. Certaines prestations, par exemple les allocations familiales, seront réservées aux Français. D'autres pourront être soumises à 5 ans d'équivalent temps plein de travail sur le territoire national. Les demandes d'asile ne pourront être prises en compte que si elles ont été effectuées hors du territoire français, éventuellement sur un territoire avec lequel la France pourra avoir conclu un accord à cette fin. Le titre 2 traitera de la protection de la nationalité et de la citoyenneté française. Il s'agit là, disons-le, sans ambiguïté, puisque nous l'assumons pleinement, des mesures qui visent à garantir au peuple français le droit de demeurer lui-même. Être français n'est pas une situation administrative, mais un honneur et un privilège. Les Français seront donc dans leur propre pays privilégié. Le titre 3 affirmera la suprématie de la Constitution et du droit français afin de faire respecter la volonté populaire. La suprématie de la Constitution française sur toutes les autres normes, même internationales, sera constitutionnalisée, remettant de facto en cause les accords ou les processus juridiques qui portent atteinte à ce principe. Alors, Yannick Lévy, je voudrais qu'on s'arrête juste sur la fin, en tout cas.
elle dit, elle veut remettre le droit français au-dessus du droit européen. Donc moi, j'ai envie de retourner la question. Est-ce que il peut y avoir des blocages par rapport au droit européen dans ce que propose Marine Le Pen? À peu près tout, je crois, gêne Madame Le Pen dans le droit international des droits humains. S'agissant de la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui la gêne en matière de priorité nationale, c'est l'article 14 de la Convention qui prévoit l'interdiction de la discrimination dans la jouissance de tous les autres droits reconnus par ce texte. Et elle joue sur une ambiguïté qui serait je peux différencier, et différencier n'est pas discriminer. Effectivement, il est possible de différencier en se fondant sur la nationalité. Mais ce que oublie de dire la candidate, c'est que c'est très marginal et que c'est surtout très cadré. Et il y a deux écueils, là encore, que Madame Le Pen va rencontrer. Pour qu'une différenciation fondée sur la nationalité puisse être jugée conventionnelle, il faut qu'elle repose sur une justification objective et raisonnable, d'une part, et ensuite, deuxième écueil, il faut qu'il y ait un rapport de proportionnalité entre la mesure qui va différencier et cet objectif. La France a été condamnée à plusieurs reprises, notamment dans l'affaire Poirez en 2003 sur l'allocation adulte handicapé, mais de nombreux États ont été condamnés. Aujourd'hui, on a une jurisprudence qui est très ferme. La Cour européenne des droits de l'homme est très réticente sur ce sujet. Alors là aussi, Madame Le Pen, elle se trouve comme en matière constitutionnelle dans une impasse. Quelle solution elle a? Elle a la solution qu'elle vient de vous décrire, c'est-à-dire nous n'exécuterons pas les arrêts qui condamnent la France. Mais à ce moment-là, autant sortir du système conventionnel, parce que le droit international des droits humains postule sa propre priorité, et pas n'importe quelle priorité, sa primauté renforcée. Puisque les droits humains sont dans le bloc de constitutionnalité, si vous autorisez à ce qu'on fasse un contrôle de la conventionnalité de la loi, mais que la Cour n'a rien à dire sur ce qui se passe dans la Constitution, bon, autant sortir de la Convention. C'est la deuxième proposition qu'elle a dit, à laquelle elle a dit renoncer, c'est de dénoncer la Cour européenne, la Convention européenne des droits de l'homme. Dans le premier cas, comme dans le deuxième, vous rentrez dans un club qui est très fermé. Dans le premier cas, vous rentrez dans le club de la Pologne, de la Hongrie, et on l'oublie, de la Russie, avant qu'elle-même dénonce la Convention européenne des droits de l'homme très récemment. Dans le deuxième cas, vous rentrez dans un club encore plus refermé, qui contient deux États, la dictature des colonels en Grèce en 1969 et la Russie en 2022. Alors, deux autres solutions qui ne sont pas viables. Renégocier la Convention européenne des droits de l'homme, on l'entend aussi assez régulièrement. Il y a une espèce de confusion d'ailleurs sur ce point avec le droit de l'Union, parce que c'est pas un droit qu'on renégocie comme ça, on est quand même 46 États aujourd'hui. On peut effectivement envisager un protocole additionnel, mais il faudrait réécrire l'article 14, il faudrait réécrire également le protocole numéro 12, c'est très lourd, et puis un protocole, ça met du temps pour entrer en vigueur. Exemple, le protocole numéro 15, il a été adopté en 2013, il est entré en vigueur en 2021. En fait, si je résume à grands traits, ce que vous expliquez, c'est que à la fois au plan national, ça nous fait sortir complètement de l'ordre constitutionnel, et même au niveau européen, ça nous fait, en fait, ça fait exploser le truc, quoi. Valérie Gounet, j'aimerais, là-dessus, il y a une ambiguïté, parce qu'en fait, elle prétend faire quelque chose de très juridique dans sa présentation, dans ses mots, et en même temps, elle veut mettre à bas un peu l'ordre constitutionnel. Est-ce que, historiquement, le FN /RN quel rapport il a avec la Ve République et avec la République en général? Enfin, est-ce que il a une volonté de se fondre dedans, ou est-ce qu'il a en fait au moins un truc caché de toute façon faire autrement après? Alors là, c'est toujours difficile de répondre. Est-ce qu'il veut faire autrement après? Connaissant un peu l'histoire de ce parti, et donc de son ancien président et de son actuelle présidente, il semblerait qu'il puisse faire autrement après. C'est sûr que cette femme et ceux qui l'entourent, son équipe, ont des ambitions. Là, ils sont en train d'étaler un programme pour justement, mais c'est vrai que juridiquement on l'entend, historiquement on le sait qu'il va y avoir un avenir, et on voit bien que ces propositions vont être creusées. Donc oui, je pense que évidemment qu'il y a une postérité, si élection il y a, bien sûr. En 1998,
SOS Racisme publiait un petit livre qui s'appelait « Un apartheid à la française, 10 réponses à la préférence nationale ». On est 24 ans plus tard. Là, on s'attarde régulièrement. Là, on est d'ailleurs en train de le faire sur la faisabilité de la mesure de la préférence nationale, comment on pourrait la mettre en place, si on ne peut pas la mettre en place et tout ça. Plus presque que sur son sens politique. Est-ce que les idées du RN ont tellement infusé la société que maintenant, ça peut paraître, voilà, qu'on est obligé de se bloquer juridiquement là-dessus? Là, on peut rester 3 heures, quoi, dans le sens où c'est une évidence. Regardez, on est à l'issue d'un premier tour, hein, on est à plus de 30% de l'extrême droite. Je réponds indirectement à vos questions. Hein. Est-ce que les idées d'extrême droite ont infusé? Oui. Est-ce que les idées, plus précisément du RN, parce que est-ce que c'est plus précis? Oui, évidemment. Ce n'est pas un accident qu'elles soient au second tour, mais pour plein de raisons. Elles ont infusé, bien sûr. Mais il y a une banalisation de ces idées-là. Il faut pas l'oublier. Et il y a aussi un ressentiment énorme. Quand on fait du terrain et qu'on rencontre ces personnes, soit qui sont convaincues depuis des années et qui votaient FN, qui votaient RN, etc. Donc ça, j'allais dire on les met de côté, mais c'est pas... Mais ces gens qui glissent progressivement, tout doucement, banalement, vers ce vote qui est pourquoi pas un rejet, mais qui veulent faire tout péter, comme ils disent, qui n'ont plus confiance en aucune institution politique et qui s'engouffrent dans la brèche. Donc oui, ça a infusé et c'est reçu et c'est entendu, bien sûr. Ces derniers jours, je vais vous donner la parole tout de suite après, ces derniers jours, plusieurs personnalités ont expliqué que Marine Le Pen n'était pas d'extrême droite. D'autres, sur les chaînes d'infos en continu, notamment, se sont posé la question, est-elle d'extrême droite? Le RN est-il d'extrême droite? Et tout ça. Qu'est-ce que ça vous fait penser? Comment vous recevez ça? Donc là, la casquette d'historienne, des deux, en fait, de citoyenne. Je pense que les deux marchent, ouais. Je suis désolée de vous dire ça, c'est rare, mais ça m'agace, en fait, dans le sens où... et c'est contre-productif. Déjà parce que, selon moi, c'est faux. Le Rassemblement national, et comme le Front national était, c'est un, je ne dis pas ce sont deux partis, c'est un parti fondamentalement d'extrême droite, même si il dit que c'est un parti maintenant social, qui s'adresse aux ouvriers, il s'adresse aussi, il y a plein de choses à dire, la moyen dont il s'adresse, etc. Donc oui, et on a parlé du marqueur fondamental, il y en a d'autres, il y a un mot qui se détache, c'est quand même la xénophobie. On est sur une priorité d'un peuple, une supériorité, entre guillemets, et le rejet d'un autre. Et donc on est sur des valeurs qui sont évidemment anti-républicaines. Yannick Lécuyer, petite dernière question pour finir, parce que le temps avance vite. Très concrètement, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher, si elle est élue, mettons, dimanche soir, qu'est-ce qui peut l'empêcher de faire son référendum? J'ai répondu à cette question, c'est le droit constitutionnel. Mais si elle dit je m'en fiche, je le fais quand même. Je veux dire, en fait, on change de logique. Georges Vedel avait cette phrase extraordinaire qui disait les constitutions sont des barrières de papier. Donc les barrières de papier ne sont que des barrières qui sont amenées éventuellement à céder, mais à ce moment-là, on passe dans une autre logique qui n'est plus la logique juridique, qui est la logique politique, et on est dans un coup d'État. Marine. Alors ce qu'on a vu, c'est que depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, l'équipe de Marine Le Pen nous racontait qu'elle avait appris de ses erreurs de 2017, qu'elle avait trahé ses dossiers, qu'elle avait la stature d'une femme d'État, comme le vantaient ses affiches. On a quand même vu beaucoup d'approximations, beaucoup d'hésitations, et ça reflète aussi son entourage, qui finalement n'est pas aussi compétent et solide qu'on pourrait le penser, et pas aussi solide que d'autres équipes de candidats. Puis l'autre chose qui, je crois, nous a frappé au journal, c'est à quel point Emmanuel Macron ne l'a pas attaqué sur son appartenance à l'extrême droite, sur l'histoire du Front National, et ça a été beaucoup dit d'ailleurs dans l'équipe de campagne de Marine Le Pen ou chez ses partisans, qu'il s'attendait finalement à beaucoup d'attaques sur l'histoire du Front National, sur les saillies de Jean-Marie Le Pen, et il y en a même un qui a dit, un membre de l'équipe de campagne, on s'attendait à être assailli par des arguments moraux, ça n'a pas été le cas, c'était un peu déstabilisant. Celui qui appelle à faire barrage a finalement l'air de dire que Marine Le Pen est respectable. Peut-être que...
Oui, mais c'est d'autant plus étrange qu'ils disent ça qu'Emmanuel Macron et son entourage, pour le coup, ont clarifié la stratégie depuis le tout début de la campagne. C'est-à-dire qu'ils disaient qu'ils n'allaient pas aller sur le terrain de la moralisation et que l'idée, c'était de mener projet contre projet. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron encore mercredi soir pendant le débat. Le problème, c'est qu'effectivement, on avait l'impression qu'Emmanuel Macron, donc président sortant, avait face à lui une candidate ordinaire, une adversaire politique comme une autre. Et effectivement, il ne l'a pas attaqué sur l'histoire du parti. Il en a fait référence, mais vraiment à la toute fin du débat, en disant qu'il combattait ses idées, son parti et son histoire, mais que il l'a respecté, et d'ailleurs que leur désaccord était sincère mais respectable. Et il n'a pas parlé du fond. Du fond très problématique du projet de Marine Le Pen. Il n'a pas parlé de racisme, il n'a pas parlé de xénophobie. Il a évoqué de façon très détournée la question de la priorité nationale, préférence nationale. Elle a un peu rebaptisé ça, qui est quand même la pierre angulaire de son projet et qui vraiment différencie en fait la candidate d'extrême droite de tous les autres candidats et candidates républicains ou républicaines. Et ça, il l'a balayé en fait au détour d'une discussion sur l'Europe et la question des travailleurs détachés, mais il aurait pu se saisir de ça pour expliquer en fait ce qui fait partie du champ républicain et ce qui n'en fait pas partie, mais il n'a pas voulu le faire. Et d'une certaine façon, en faisant ça, il s'est inscrit en fait dans tout ce qu'il fait depuis 5 ans, c'est-à-dire qu'il participe à sa manière à une forme de normalisation de Marine Le Pen. Il a parachevé sa dédiabolisation, d'une certaine manière. Qu'est-ce que ce débat nous a permis de comprendre, de voir de ces deux candidats ? En fait, ce qui nous a le plus marqué avec Lucie Delaporte, qui couvre l'extrême droite, c'est que ce débat, pendant 3 heures, près de 3 heures, a fait ressurgir en fait la nature profonde des deux candidats qualifiés au second tour. C'est-à-dire, pour elle, ce que disait Marine, c'est-à-dire une forme d'impréparation absolue, d'incompétence. Alors sur les réseaux sociaux, ça se résumait assez vite par elle est nulle. Et lui, il a adopté le ton professoral qu'on lui connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que alors les adversaires d'extrême droite ont dit il est arrogant, c'est beaucoup ressorti comme phrase, mais de fait, et dans sa gestuelle et dans la façon qu'il avait de lui répondre, c'est le Emmanuel Macron qu'on connaît, c'est-à-dire celui qui déroule des mesures techniques et qui fait la leçon, et surtout. Et c'est assez fascinant parce que même dans son gouvernement, il le résume comme ça aujourd'hui, c'est vraiment Emmanuel Macron, quelqu'un qui a toujours une réponse à tout. Eh bien justement, on va le voir, le surplomb, la preuve par l'image. Tant que l'inflation est supérieure d'1 point à la croissance, ce qui est le cas évidemment actuellement. Ah bon ? Oui, c'est le cas actuellement, oui. Oui. Dans les chiffres constatés ou prévus ? Oui, dans les chiffres prévus. Vous n'avez répondu à aucune de mes remarques, mais c'est normal parce que je pense que vous n'avez pas de réponse. Bien sûr. Non, mais parce que vous n'y avez pas répondu, Madame Le Pen. D'abord, je veux vous dire que ce que vous avez dit est factuellement faux. Non, mais d'accord. Mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. C'est pas Gérard Majax ce soir, Madame Le Pen. Non, Madame Le Pen, ne dites pas de bêtises. Rien, monsieur. Je vous en prie. Ne dites pas de bêtises. Madame Le Pen. Poussé, mais je tiens à vous dire et à dire à ceux qui nous écoutent que oui, mais c'est la réalité. Je suis désolée de vous le dire. Ce matin. Voilà, donc le surplomb, une réaction, Hélène ou... Non, simplement pour réagir à Gérard Majax, parce que c'est un peu la chose qui a cristallisé à un moment donné ce débat. Donc un magicien. Voilà, un magicien dont j'ai fait la connaissance hier soir. Assez connu, mais peut-être... Assez connu, bon. Et dont on a appris ce matin, par la bouche même de monsieur Majax, donc, que Emmanuel Macron avait pris le temps ce matin de lui passer un petit coup de fil. Voilà. Tout ça est plein de surprises. Emmanuel Macron a aussi beaucoup rappelé à Marine Le Pen ses votes en tant que députée. C'est vrai que le gouvernement n'a pas soutenu cette mesure. Vous-même, d'ailleurs, vous n'étiez pas là au moment du débat et donc vous ne vous êtes pas opposé à celle-ci. Je me félicite que, malgré un vote négatif en tant que député de la République, quand il s'est agi de mettre en place le bouclier, qui est une mesure immédiate, vous soyez pour le garder. C'est pour ça qu'on l'a fait et que je regrette que vous ayez voté contre. Je prends note des positions de Madame Le Pen qui ne correspondent pas aux positions que votre parti et vos parlementaires défendent au Parlement européen, par parenthèse. C'est faux. Non, c'est un fait, Madame Le Pen. C'est faux. Ce sont les votes. Mais le quoi qu'il en coûte, Madame Le Pen,
Vous avez voté contre. La députée Le Pen a voté contre. Et c'est aussi le fruit des réformes que j'ai conduites et auxquelles vous vous êtes opposé intégralement. L'islamisme, je l'ai combattu, comme aucun président avant moi et aucun gouvernement, son autorité, auparavant, par une loi que vous n'avez pas votée, elle non plus. Alors, ce qui est curieux, c'est que c'est lui qui est sortant, mais c'est elle qui doit se justifier sur son bilan. Oui, en fait, c'est assez étonnant d'ailleurs qu'elle n'ait pas été préparée à se justifier, tant en fait aussi ça a été répété, le fait qu'il y avait un gros différentiel entre le vote notamment des eurodéputés Rassemblement National et ce qu'elle proposait pendant la campagne. Et s'agissant de lui, en fait, on arrive à la limite un peu d'un débat entre la droite et l'extrême droite. C'est-à-dire que par exemple, elle aurait pu l'attaquer, on aurait pu imaginer dans une confrontation d'idées sur le bilan d'Emmanuel Macron, elle aurait pu l'attaquer sur certains marqueurs très problématiques de son quinquennat. Je pense notamment à la question des violences policières qui a beaucoup marqué les 5 dernières années. Mais comment faire quand on est Marine Le Pen et qu'on défend à ce point la police dans une même forme d'aveuglement vis-à-vis de ce qui peut se passer dans ses rangs pour attaquer Emmanuel Macron sur ce sujet? Il aura beau jeu de lui dire « Ah bon, vous ne soutenez pas les policiers ?» et elle se retrouvera coincée. Marine ? Oui, Marine Le Pen aurait dû se souvenir qu'elle n'a pas de bilan à l'Élysée, mais par contre, elle a un bilan au Parlement européen, elle a un bilan à l'Assemblée nationale, et effectivement, comme l'a dit Hélène, il y a un gros différentiel entre son programme, ses déclarations, et puis ce qu'on peut retrouver dans les votes. Donc elle devait s'attendre à ces attaques-là. Nous, on les a beaucoup regardé, les votes du Rassemblement national, sur les droits des femmes, sur la Russie, l'Ukraine, par exemple, entre février 2019 et février 2022, juste avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On voit qu'il y a 10 votes sur les sanctions contre la Russie ou sur le soutien à l'Ukraine, et à chaque fois une opposition systématique des eurodéputés du Rassemblement national au Parlement européen, parmi lesquels quand même Jordan Bardella, qui est le président du Rassemblement national aujourd'hui. Donc elle aurait dû s'attendre à ces attaques, mais surtout, effectivement, ses partisans, ses sympathisants, ses militants lui ont reproché cette passivité. Beaucoup auraient voulu qu'elle soit beaucoup plus offensive par rapport au président sortant, qui a pour le coup un bilan élyséen, et elle n'a pas été assez offensive. On va le voir aussi sur le terrain des affaires d'ailleurs. Alors justement, effectivement, tu as rappelé ces votes sur l'Ukraine. Ça a été un des temps forts de ce débat. La question donc de la guerre en Ukraine. C'était donc un face-à-face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur la proximité de la candidate du RN avec le régime de Vladimir Poutine. 6 minutes et 10 secondes d'échange tendu. Emmanuel Macron, qui manifestement semble avoir lu Mediapart mais ne le dit pas, attaque. Vous avez été, je pense, l'une des premières responsables politiques européennes, dès 2014, à reconnaître le résultat de l'annexion de la Crimée. Vous l'avez fait pourquoi? Et je le dis avec beaucoup de gravité ce soir, parce que ça, pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir, en septembre 2014. Puis vous avez ensuite reboutiqué ce prêt auprès d'autres acteurs qui sont impliqués d'ailleurs ensuite dans la guerre en Syrie. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. Vous ne pouvez pas défendre correctement sur ce sujet les intérêts de la France parce que vos intérêts sont liés à des gens proches du pouvoir russe. Pour lui répondre, Marine Le Pen exhume un tweet qu'elle a imprimé format A4. Ce que vous dites est faux plusieurs fois. D'abord, je vous ai retrouvé un tweet que j'avais fait le 9 novembre 2014. Je soutiens une Ukraine libre qui ne soit soumise ni aux États-Unis, ni à l'Union européenne, ni à la Russie. Et puis sur la Crimée, voici ses arguments. La Crimée n'a pas dû vous poser énormément de problèmes non plus, puisque vous avez reçu M. Poutine en grande pompe à Versailles. Vous avez reçu un chef d'État et de gouvernement, en 2017, pas comme un banquier, Madame Le Pen. Non, en 2017. Vous avez reçu M. Poutine à Brégançon, sur votre lieu de vacances. Mais Emmanuel Macron renchérit sur le prêt. J'ai parlé d'un point précis qui touche le financement de votre parti. Est-ce que ce que j'ai dit est faux, Madame Le Pen? Oui, Monsieur Macron. C'est faux et c'est assez malhonnête, il faut être honnête. Très bien. Pourquoi? Et donc tout ça est public. Pourquoi? Donc nos compatriotes pourront s'en rendre compte. Parce que si j'ai été obligé d'aller faire un prêt à l'étranger... Donc vous l'avez fait. C'est parce que... Mais bien sûr, mais tout le monde le sait, c'est de notoriété publique. C'est parce que aucune banque française n'a voulu m'accorder de prêt. Et vous trouviez ça à l'époque tellement scandaleux que vous avez fait voter une loi sur la banque de la démocratie. Vous ne l'avez jamais mise en œuvre.
Pourquoi d'ailleurs M. Macron ne l'avait pas fait? Madame Le Pen, Monsieur Macron, je vais vous dire quelque chose qui Vous avez contracté va... ce prêt en 2015. Monsieur Macron, vous l'avez contracté en 2015 et vous ne l'avez toujours pas remboursé. Ce n'est pas un sujet de Banque de la démocratie. D'autres candidats à cette élection qui défendaient des idées proches des vôtres, comme M. Zemmour, ils n'ont pas été chercher des prêts en Hongrie ou en Russie, voyons. Ils ont trouvé des prêts en France. Mais M. Macron, oui, c'est long à rembourser. Et nous remboursons sous le contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne. Et croyez-moi, la Commission des comptes de campagne est extrêmement sévère et rigoureuse. Vous n'avez toujours pas remboursé ce prêt? C'est assez long, M. Macron, oui, c'est vrai. Nous sommes un parti pauvre, mais c'est pas déshonorant. Mais je n'ai jamais considéré que c'était déshonorant. Mais mon problème, Madame Le Pen, vous le reconnaîtrez avec moi, c'est que ceci crée une dépendance. Je n'ai pas d'autre dépendance que de rembourser mon prêt, M. Macron. Mais votre prêt n'a pas été contracté auprès d'une banque lambda, même en Russie, mais auprès des intérêts et du pouvoir. Et chacun pourra le vérifier. Alors, plein de choses dans ce long extrait. Marine, est-ce que Marine Le Pen aurait pu mieux se défendre? Alors déjà dans cette séquence, elle dit tout le monde savait que j'avais contracté ce prêt. De notoriété publique. De notoriété publique, sans les révélations de Mediapart sur ces deux prêts, parce qu'il y en a deux à hauteur d'un total de 11 millions d'euros. On n'aurait sans doute rien su des liens de Marine Le Pen, des liens financiers avec la Russie, qui peut-être conditionnent ses prises de position politique, comme l'a souligné Emmanuel Macron. Ça, c'est le premier point. Et d'ailleurs, elle n'a même pas voulu à l'époque, son parti en tout cas, transmettre le contrat de prêt à la Commission nationale des comptes de campagne. Il a fallu que la Commission insiste pour l'obtenir, et nous-mêmes, on a toujours eu du mal à savoir les détails des commissions versées des intermédiaires. Donc il n'y a pas eu de transparence et c'était de notoriété publique parce qu'on a révélé tout ça au fur et à mesure. L'autre élément, c'est qu'elle aurait pu tout à fait répondre, elle avait plusieurs cartouches sur les affaires à répliquer à Emmanuel Macron. Elle aurait pu, par exemple, sur le sujet de l'ingérence russe, lui renvoyer le contrat avec un oligarque russe négocié par Alexandre Benalla, collaborateur d'Emmanuel Macron, depuis l'Élysée en 2018, qui posait quand même la question d'une éventuelle ingérence russe au cœur de l'État et de l'Élysée. Et puis, il y a un autre élément qu'elle aurait pu mettre sur la table, c'est renvoyer Emmanuel Macron au fait qu'il a eu une certaine complaisance à l'égard de plusieurs dirigeants autoritaires ou de dictateurs. On se souvient que fin 2020, Emmanuel Macron avait décoré en douce le président égyptien Sisi, qui est quand même à la tête d'un des régimes les plus répressifs au monde. Il l'avait décoré, je crois, du plus haut grade de la Légion d'honneur. Et puis, on se souvient aussi que Emmanuel Macron a réhabilité MBS, le prince héritier d'Arabie Saoudite, en étant l'un des premiers dirigeants occidentaux de premier plan à le recevoir 3 ans après l'assassinat du journaliste Khashoggi. Hélène. Oui, d'ailleurs, simplement pour ajouter sur le terrain des affaires, hormis cette séquence, on a vu en fait une sorte de neutralité entre les deux candidats. Faut quand même rappeler, Marine a écrit des kilomètres d'articles sur le sujet. Marine Le Pen est mise en examen encore aujourd'hui pour détournement public. Pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Oui. Exactement. Quant à Emmanuel Macron, il n'est pas mis en examen, mais enfin, on l'a énormément documenté aussi à Mediapart. Beaucoup de personnes qui lui sont proches sont visées par des affaires judiciaires. Et c'est vrai que c'est un sujet qui n'a absolument pas été abordé durant les 3 heures, au-delà de cette séquence. Un peu comme un pacte de non-agression, d'une certaine manière. Elle est empêtrée dans des affaires, en tout cas, elle est concernée par plusieurs affaires, et on sait qu'effectivement, la Macronie, il y avait une 30aine d'affaires dont elle pouvait s'emparer. Effectivement, elle a choisi de ne pas le faire. Alors le débat, il a commencé par le sujet de prédilection de Marine Le Pen pendant cette campagne, le pouvoir d'achat. Est-ce qu'elle s'en est bien sortie là-dessus? On a parfois eu l'impression d'un flottement ou d'une incapacité à défendre ces mesures. Dan. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a essayé d'incarner, et plutôt réussi à incarner. Elle a dit qu'elle était la porte-voix de ceux qui ont du mal, ceux qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Elle a forcé Emmanuel Macron à lui aussi parler de ceux qui ont du mal à remplir les caddies. Donc elle l'a quand même amené sur ce terrain-là assez fortement. Et il faut reconnaître que dans le programme de Marine Le Pen, il y a des mesures en faveur du pouvoir d'achat ou en faveur des ménages ou des Français les moins aisés. Par exemple, les familles monoparentales, c'est-à-dire les femmes avec des enfants. Aussi une mesure en faveur des adultes handicapés, dont le calcul de l'allocation dépend aujourd'hui du revenu de leur conjoint. Eh bien, elle propose de séparer ça, ce que des militantes féministes de gauche essayent d'obtenir depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Donc il y a des mesures comme ça. Et que le gouvernement avait refusé de soutenir. Le gouvernement avait refusé. Elle a fait dire à Emmanuel Macron que c'était une erreur d'avoir refusé. Donc elle a amené sur ce terrain-là quand même plusieurs fois. Après, c'est vrai qu'on se demande si elle sait comment elle pourrait mettre en musique ses propositions, ou même si elle y croit elle-même.
Par exemple, elle propose d'exonérer d'impôt sur le revenu les Français de moins de 30 ans. Je crois que tout simplement, constitutionnellement, c'est pas possible parce qu'il faut traiter avec égalité les citoyens français, des gens qui ont le même revenu, qu'ils aient 30 ans ou 31 ans. Si tout à coup on enlève l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, il y a un problème d'égalité. Autre point, la TVA, donc par exemple, elle a proposé de baisser à 5,5% la TVA sur l'essence. Très bien, sauf que c'est pas du tout le président ou la présidente française qui peut imposer ça tout seul. C'est des mesures de fiscalité qui nécessitent l'accord de tous les chefs d'État de l'Union européenne. Donc en fait, elle sait très bien qu'elle ne peut pas le faire. Bon, donc ça pose quand même des questions. Et puis par ailleurs, sur ce point de la TVA, moi ça me frappe. Cette mesure, en fait, ne sera pas une mesure en faveur des plus défavorisés. Les gens qui roulent le plus, qui utilisent le plus d'essence et donc qui bénéficieront le plus de cette baisse de la TVA, c'est les riches.